Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est assez délicate. J'en ai pleinement conscience parce qu'elle touche d'abord à un sujet extrêmement sensible dans le football espagnol. C'est le cas Negreira. Donc, en plus de cela, pour être transparent avec vous, comme je suis supporter du FC Barcelone, forcément, on peut penser que j'ai un parti pris, ce qui est totalement logique. Pour autant, j'ai essayé de faire, on va dire, une vidéo avec une analyse très neutre. Évidemment, tu as toujours cet aspect juridique qui me plaît énormément dans ce genre d'histoire, mais j'estime que c'est important. Donc cette vidéo aura quand même une optique beaucoup plus factuelle, beaucoup plus neutre. Je vais m'appuyer sur des éléments juridiques, factuels, des témoignages et ce que l'on sait réellement à ce stade de l'enquête. L'objectif ici, c'est pas de défendre le FC Barcelone de manière aveuglée. C'est pas non plus de l'accabler, mais simplement d'expliquer une affaire complexe, sans fantasme, sans raccourci, et sans parti pris, évidemment. Libre, en fait, tout simplement, par la suite, à chacun de se faire sa propre opinion par rapport à toute la vidéo que je vais vous présenter, avec évidemment des faits, une analyse juridique, deux parties qui s'affrontent, deux parties qui estiment qu'une théorie est beaucoup plus valable que l'autre, et ensuite vous ferez de vous-même votre propre opinion par rapport à cela. En février 2023, la station de radio La Cadena Ser, en Catalogne spécifiquement, elle révèle que le FC Barcelone a payé entre 2001 et 2018 des sommes à des sociétés liées à Negreira Père, alors vice-président du comité technique des arbitres en Espagne. Déjà, quelles sont ces sociétés et pourquoi le Barça effectuait ces paiements? Donc, grâce à la Cadena Ser, on a pu recevoir l'intégralité des documents et évidemment toutes les sociétés liées de près et de loin à cette histoire. C'est intéressant parce que, par exemple, il y a une société, c'est Dasnil 95 SL. C'est une société dont l'actionnaire majoritaire est effectivement Negreira. Il y a une autre société, Nisdal CSCP, société cette fois-ci liée à Negreira. Il n'est pas actionnaire majoritaire, mais pour autant, il est lié à cette société. Et il y a plein de sociétés dans ce cas-là. Il y en a d'autres où c'est le fils de Negreira qui, lui, est actionnaire majoritaire. Le Barça, évidemment, le payait pour avoir également des rapports. En tout cas, c'est selon la justification du Barça. Bref, il y a énormément de sociétés. Il y en a une qui intéresse particulièrement les enquêteurs. C'est la société qui s'appelle Trecep 2014 SL. Pourquoi? Parce que c'est une société gérée par Josep Contreras Arjona. Vous allez me dire: «Mais c'est qui?» Bah, c'est un ancien dirigeant du Barça qui est aujourd'hui décédé et il est soupçonné d'avoir utilisé cette entreprise pour faire transiter les fonds du Barça vers ces sociétés, vers ensuite d'autres personnes. Donc on va évidemment particulièrement revenir sur toutes ces informations qui sont ultra importantes dans cette vidéo. Ces facturations, selon la dépense du Barça, était censé correspondre à des rapports aux prestations de conseil technique sur l'arbitrage. Comme vous le savez, les clubs ont des délégués à l'arbitrage, ont également des employés qui sont vraiment spécifiquement chargés de faire cela. Donc il y a des vidéos, des rapports statistiques, énormément de choses. Et ces rapports étaient aussi faits par son fils, qui lui aussi était coach de différents arbitres. Et c'est important. Là, vous allez me dire, mais comment la Cadena Ser a pu avoir de tels documents, de telles informations? C'est simple. En fait, il y avait une autre enquête au préalable, c'est une enquête appelée Barça Gate, qui avait déjà été sortie par la Cadena Ser. Et bien, dans cette histoire, on avait découvert que le Barça avait payé des sociétés pour abîmer l'image de certaines personnalités. Donc clairement, c'est Josep Mario Bartomeu à cette époque-là qui avait payé des entreprises pour abîmer l'image de Messi, Laporta, Victor Font, Guardiola et j'en passe. L'objectif en simple, c'était d'influencer les réseaux sociaux et d'essayer d'avoir, on va dire, un impact sur les avis qui peuvent pulluler sur les plateformes Twitter, Facebook, et cetera. Dans le cadre de cette affaire, l'intégralité des documents du club ont été saisis par la police. Et en enquêtant sur le Barçagate, la police a analysé des documents fiscaux. Et en fait, c'est grâce à ces documents fiscaux ou à cause que l'histoire de Negreira va débuter. Au total, plus de 7,3 millions d'euros seraient passés par plusieurs sociétés appartenant à Negreira ou à des proches pour des services dits de consultation en matière d'arbitrage. Comme je vous l'ai dit, le Barça déclarait au fisc espagnol les paiements, hein. Il n'y avait même pas de cachotterie effectuée par le Barça. Les paiements étaient donc déclarés au fisc et c'est comme ça qu'on a pu découvrir tout simplement cette histoire.
Les procureurs espagnols ont accusé le Barça et plusieurs de ses dirigeants de différents crimes et délits, dont le premier, la corruption entre particuliers dans le sport. Donc là, on va rentrer dans un aspect assez technique, donc accrochez-vous, mais c'est important. L'article 286 bis du Code pénal en Espagne, c'est la clé. C'est la qualification explorée. Donc c'est le fait de verser des sommes d'argent en échange d'un avantage indu à une personne influente. Dans ce cas-là, quelqu'un qui avait des responsabilités au niveau de l'arbitrage. Que dit l'article là? Eh bien, l'article 286 bis, paragraphe 4 du Code pénal espagnol exige une conduite visant à prédéterminer ou altérer de manière délibérée ou frauduleuse les résultats d'un match ou d'une compétition. Donc il ne suffit pas de démontrer l'existence d'un paiement, il faut que ce paiement ait une finalité orientée vers la falsification de la compétition. La théorie du Barça, elle est simple, hein. Comme il n'existe pas d'intention d'altérer le résultat, mais seulement de maintenir la neutralité, ça c'est important, il n'y a pas lieu que la justice aille plus loin. Donc ça c'est la théorie du Barça. Donc ils estiment que quand bien même l'arbitre avait connaissance des paiements, par exemple, ce qu'ils estiment ne pas être le cas, hein, dès lors qu'il agit strictement dans le cadre de la neutralité exigée par les lois du jeu, il n'y a aucune atteinte aux biens juridiques protégés, à savoir l'intégrité de la compétition. Donc le Barça estime que la corruption entre particuliers dans le sport ne serait pas une qualification juridique à retenir pour cette raison. Évidemment, je vais vous expliquer toutes les théories, hein. Ensuite, il y a une autre qualification pénale, c'est l'administration déloyale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quand les paiements sont effectués pour des services inexistants. Dans ce cas-là, on parle de délit d'abus de confiance, donc l'administration déloyale. C'est-à-dire, on a causé une perte financière au Barça en gérant mal ses actifs. Dans ce cas-là, le Barça serait victime. Il y a une autre accusation, c'est le faux en écriture commerciale dans le cadre d'un accord secret visant à obtenir des avantages arbitrables. Bon, là, c'est plutôt simple à comprendre. Et l'ultime accusation qu'il y avait, c'était la corruption d'un agent public. Donc pour faire simple, 4 grosses accusations. Et pour la dernière, celle de la corruption d'un agent public, eh bien la justice a décidé de l'abandonner en mai 2024. Pourquoi? Eh bien parce que Negreira n'était pas considéré comme un agent public, au sens légal. Donc ça a été mis de côté. C'est important car si Negreira avait été considéré comme agent public, le seul fait d'avoir obtenu une rémunération indirecte du Barça, ça aurait suffi pour constituer le délit. Il n'y aurait même pas eu besoin d'apporter des preuves qu'il y a eu, par exemple, un arbitre qui a influencé un match, etc. Il n'y aurait même pas eu besoin de le prouver. Mais comme ce n'est pas un agent public, eh bien, cette accusation a été mise de côté par la justice en mai 2024. Tout à l'heure, je vous ai évoqué les sociétés qui avaient reçu des fonds durant toutes ces années par le Barça. En plus du nom de Negreira père, il y a aussi le fils, hein, je ne l'ai pas oublié. Sans oublier un personnage important, je vous l'ai dit, c'est Josep Contreras. C'est un ancien dirigeant du Barça. C'est un personnage qu'on évoque très peu dans cette histoire, je trouve, dans les médias, mais il est ultra important. La justice et la presse ont identifié d'ailleurs Contreras comme un maillon important du montage financier entre le Barça et les sociétés liées à Negreira. Les enquêteurs ont constaté qu'une partie des paiements du Barça vers Negreira et son entourage ne passaient pas directement des comptes du club. Ils transitaient par des sociétés qui appartenaient notamment à Contreras, notamment Trecep 2014, que je vous expliquais tout à l'heure. Et selon ces informations, les sociétés de Contreras servaient de boîte de transit, donc faire l'intermédiaire en fait, tout simplement, pour une partie des fonds, parfois entre 450 000 euros entre 2016 et 2018. Une partie de ces sommes était ensuite transférée à Soccer Scam, la société du fils Negreira. Donc voilà, ça c'est très simple. Et pourquoi? Pour faire des analyses arbitrales. Il faut savoir que le fils Negreira, quant à lui, faisait véritablement ces analyses, et il y a beaucoup de documents qui l'attestent. C'est plutôt le rôle du père qui est véritablement bizarre. Mais on va en parler. Ça signifie que Contreras n'était pas seulement un dirigeant du Barça, c'était aussi un facilitateur logistique dans le circuit des paiements entre le Barça et les sociétés liées à Negreira. Donc ça c'est véritablement important de le comprendre. L'une des autres questions importantes, c'est de savoir si Negreira était décideur au sein du comité technique des arbitres ou pas. Cette question, elle est difficile parce qu'il y a des témoignages qui mettent en avant que Negreira n'avait pas de pouvoir sur les arbitres. Certains expliquent par exemple qu'il communiquait seulement les décisions prises à l'encontre des arbitres, mais qu'il ne décidait pas des décisions. Juste, il les communiquait. Que ce soit lorsque tu montes en grade ou que tu descendes.
D'autres témoignages, quant à eux, expliquent que Negreira avait une véritable influence sur les montées et descentes. Aujourd'hui encore, il est difficile de répondre à cette question, donc il y a une véritable inconnue par rapport à cela. Par exemple, Alfonso Pérez Burul, arbitre de première division entre 97 et 2010, lui, il explique quoi? Il explique que si Negreira avait tenté quoi que ce soit, les arbitres et décideurs ne l'auraient pas laissé faire. Il y a aussi Manuel Pérez Lima, qui était arbitre en Liga de 2005 à 2007. Il dit: Je peux vous garantir notre honnêteté à 100%. Nous ne savions rien de ce que le Negreira faisait en coulisses. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire que c'est pas illogique que des anciens arbitres disent ça, hein. Vous imaginez un arbitre dire le contraire, oui, il nous a influencé, bah forcément très peu probable. Il faut savoir qu'en 2018, Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole, il a mis fin aux fonctions d'un autre personnage ultra important. Il s'appelle Victoriano Sanchez Arminio. C'est d'ailleurs ce qui va provoquer le départ de Negreira à la suite. Aussitôt, il y a des factures que Negreira va envoyer au Barça, et le Barça ne va pas payer ses factures. Negreira, il va se fâcher, il va menacer Josep Maria Bartomeu à l'époque, en disant par exemple: j'ai aucune animosité personnelle envers quiconque au club, ni aucune volonté de rendre public toutes les irrégularités dont j'ai eu connaissance et dont j'ai pu faire directement l'expérience. Pour faire simple, Negreira, il dit: payez-moi, ou sinon je balance toutes les irrégularités que vous avez pu faire. C'est quand même assez bizarre que quelqu'un dise ça. Clairement, Negreira menace le Barça et Josep Maria Bartomeu à ce moment-là en parlant d'irrégularité. Autre bizarrerie, si on croit le journal El Confidencial, le patrimoine de Negreira n'a pas évolué, alors qu'il recevait, via les sociétés certes, beaucoup d'argent. Le dirigeant a en revanche retiré 550 000 euros en liquide entre 2016 et 2019. Mais pour le moment, personne n'a réussi à démontrer ce qu'était devenu cet argent, où il est allé, etc. Grâce aux documents sortis par la Cadena Ser et un témoignage de Negreira, donc au fisc espagnol, on a appris énormément de choses. Il a évidemment essayé d'expliquer comment il justifiait ses paiements, et donc c'est important de comprendre le témoignage de Negreira. Donc, il nie déjà toute influence sur les arbitres, il explique qu'il n'a jamais désigné d'arbitre, jamais donné d'instruction, jamais influencé une décision arbitrale concrète, et qu'il n'a jamais promis un avantage sportif au Barça. Il insiste sur le fait que le comité technique des arbitres fonctionne de manière collégiale, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que son poste de vice-président ne lui donnait pas de pouvoir décisionnel important. Il reconnaît par ailleurs les paiements. Il ne dit pas que les paiements étaient inexistants, mais il ne reconnaît pas la finalité illicite. Il ne conteste pas l'existence des paiements, comme je vous l'ai dit. Il dit par exemple que ces sociétés ont certes reçu des millions d'euros, il confirme la durée, mais il affirme que ces paiements correspondaient à des prestations de conseil, des analyses générales sur l'arbitrage espagnol, des explications sur les critères disciplinaires et des observations sur le comportement des arbitres. Il y a une autre notion qui est la notion pour moi la plus importante. C'est la notion de neutralité dans cette histoire. Negreira, il explique que le but n'était pas d'avantager le Barça, mais de garantir que le Barça soit traité de manière neutre par l'arbitrage, dans un contexte où, selon lui, le Barça subissait des décisions défavorables. Il n'emploie jamais le terme truqué, acheté, favorisé, mais il parle de perception, de climat et d'environnement arbitral. C'est la clé du témoignage car deux camps s'affrontent. Certains estiment que les arbitres sont déjà neutres, donc il est inutile de payer quelqu'un pour garantir une neutralité. Donc pour eux, c'est un faux justificatif pour légitimer ces paiements. Et d'autres estiment que le Barça a payé Negreira pour garantir une véritable neutralité, sous-entendant que le club pouvait être désavantagé à ce moment-là. Ce qu'il ne peut pas, ou peut-être ne veut pas expliquer, c'est par exemple un point ultra important, l'absence de documents. Negreira reconnaît qu'il n'existe pas ou plus de rapports écrits conservés, pas d'archives structurées, pas de livrables détaillés correspondant aux factures. Il explique cela par l'ancienneté des faits, la nature verbale de nombreuses prestations et la perte, voire la destruction des documents avec le temps. Pour la justice, clairement, c'est un problème majeur dans la crédibilité de Negreira et dans son témoignage. Ensuite, il y a un autre problème, l'adéquation entre le prix et les services. Negreira apporte aucune justification sur le calcul des montants, sur l'évolution des sommes, ni sur la raison pour laquelle ces services valaient plusieurs centaines de milliers d'euros par an, alors qu'en théorie, ça valait beaucoup moins cher. Comment la justice interprète son témoignage, c'est important. Ça, c'est un point ultra important. Le témoignage de Negreira est analysé comme cohérent sur la négation d'une influence directe, mais insuffisant pour expliquer la durée, les montants
et sa position institutionnelle occupée. La justice ne dit pas Negreira a avoué une corruption, mais elle constate qu'il reconnaît une relation financière avec le club, durable, avec un club directement concerné par l'arbitrage, et il évoque le mot de neutralité. Parler de neutralité, ça suppose que la neutralité originelle puisse être influencée. C'est un témoignage à double tranchant, parce que ce qu'il aide, c'est qu'il nie toute manipulation concrète. Il n'existe pas d'ailleurs de preuves directes de matchs truqués. Son rôle officiel n'était pas celui d'un arbitre sur le terrain, en plus. Par contre, dans son témoignage, ce qui l'affaiblit, c'est le manque, déjà, de documents. Il admet les paiements, il emploie un vocabulaire comme la neutralité qui peut être juridiquement assez dangereux, et il ne justifie pas la valeur économique des prestations. Maintenant qu'on a expliqué cela, on va passer sur un aspect plus technique et juridique. Donc, s'il vous plaît, attachez-vous. Parlons de la prescription pénale, administrative et sportive. C'est important, c'est le point peut-être le plus important de cette histoire. Il y a tout d'abord la prescription pénale. Donc, selon une analyse juridique, le délit de corruption entre particuliers que je vous évoquais tout à l'heure, il peut être prescrit au bout de 5 ans. Donc ça, c'est au niveau pénal. 5 ans après le dernier acte. Comme le dernier paiement il date de juin 2018, le délai de prescription pénale pour ce type d'infraction pourrait être atteint pour le dernier acte à partir de juin 2023. Or, comme vous le savez, l'affaire Neira a été dévoilée aux environs de 2022. La défense du Barça a estimé que chaque paiement devait être pris de manière individuelle, indépendant des uns des autres. En gros, le Barça ne voulait pas que, par exemple, des paiements de 2005 soient retenus dans cette histoire, en considérant qu'en 2005, les 5 ans de prescription, c'est déjà passé. La justice, quant à elle, a adopté une stratégie complètement différente. Pour eux, le paiement n'était pas des actes isolés, mais comme une seule conduite illicite continue étalée sur 17 ans. Donc dans ce cas-là, la prescription ne commence qu'à partir du dernier acte, comme je vous l'ai dit. Et donc, ils veulent prendre en compte l'ensemble des paiements et non pas seulement le dernier paiement en juin 2018. Donc, à ce niveau-là, la prescription pénale n'a pas encore été admise. Elle sera examinée lors du prochain jugement. Mais en tout cas, il y a deux visions qui s'affrontent, celle du Barça et celle globalement du parquet. Ensuite, il y a la prescription administrative et sportive. C'est peut-être le point le plus important pour les fans. D'un point de vue administratif et sportif, le délai pour sanctionner ce type de comportement, c'est à peu près 3 ans. L'affaire, elle est généralement considérée comme prescrite pour des sanctions sportives. Par exemple, les autorités espagnoles, l'UEFA, la FIFA aussi, ils observent l'affaire. Mais en Espagne, au niveau sportif, Tebas, président de la Liga, il a dit que c'était impossible qu'il y ait des sanctions sportives car les faits étaient prescrits. Il faut savoir que la prescription étant de 3 ans, 2018 étant le dernier acte, au moment où l'histoire éclate, les 3 ans étant passés, impossible d'avoir de sanctions au niveau administratif pour le Barça, que ce soit des sanctions majeures par des retraits de points ou l'exclusion des compétitions. Même si la FIFA et l'UEFA n'excluent rien et attendent de voir le jugement définitif, pour l'instant il n'est pas prévu et serait très surprenant que cela change. Pour résumer, toutes les questions de prescription sur l'aspect administratif et sportif, aucune sanction ne peut être donnée au Barça, puisque la prescription est passée. Quant à l'aspect pénal, il s'agit d'un sujet toujours en cours. Dans le cas où la justice espagnole estime qu'il y a bien eu corruption entre particuliers, eh bien les dirigeants concernés pourraient être pénalement responsables et risqueraient des sanctions comme inéligibilité, la prison, des amendes. Quant au Barça, le risque serait plutôt au niveau financier, avec des amendes importantes. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là, il faut attendre que le jugement ait lieu. La justice et les enquêtes des journalistes ont relevé quand même plusieurs points majeurs. Déjà, les témoignages. Negreira, comme je vous l'ai dit, nie toute influence sur les arbitres ou les matchs. Les arbitres et le comité technique d'arbitres, en Espagne, il n'y a aucune plainte ou constat d'influence sur les désignations ou décisions d'arbitres. Au niveau des documents, les paiements étaient accompagnés de contrats assez vagues et des rapports très généraux, des analyses statistiques, observations théoriques, sans aucune mention de match précis. Aucun document ne suggère un accord sur des résultats précis ou des scores demandés à des arbitres. Sur les 17 années de paiement, aucun match particulier ne peut être relié directement à un paiement. Ça, c'est ultra important. Les montants versés étaient réguliers, souvent annuels et non liés à un match précis.
Les enquêtes des journalistes et même au niveau judiciaire ont identifié aucune anomalie statistique dans les décisions arbitrales qui pourraient être imputées au Barça. La thèse du parquet porte sur une influence potentielle, jamais sur une preuve concrète de manipulation. Et ça, c'est ultra important que vous le compreniez. Aujourd'hui, l'affaire, elle est toujours en phase d'instruction avancée, hein. Le juge analyse toujours les flux financiers, il étudie la cohérence des témoignages, évalue la responsabilité individuelle des dirigeants, et il doit décider s'il y a matière à renvoi en jugement. Ce qui est définitivement écarté, comme je vous l'ai dit, les sanctions sportives, prescription, sanctions administratives, prescription, sanctions fiscales lourdes, prescription, et preuves de matchs truqués, aujourd'hui, ces preuves sont inexistantes. Ce que la justice attend maintenant, eh bien, le juge va devoir juger s'il y a non-lieu, c'est la première option, c'est-à-dire que les preuves jugées sont insuffisantes, et dans ce cas-là, le dossier serait donc classé sans procès. Option numéro 2, renvoi devant un tribunal. Dans ce cas-là, il y aura un débat et examen au fond. Possible condamnation pénale pour le Barça, les dirigeants, etc. Donc ça, c'est l'option numéro 2. Ce qui sera évidemment déterminant, c'est la crédibilité du terme de neutralité, comme je vous l'ai dit, l'absence de documents de rapport d'arbitrage, même si la Porta, lors d'une démonstration, nous a montré quelques documents, en réalité, eh bien, ils étaient trop peu nombreux, trop peu importants pour être considérés comme étant valorisés au prix payé par le Barça. Il faudrait évidemment déterminer le vrai rôle de Negreira père et la cohérence entre le montant, la durée et la nature des services. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y a eu des paiements. Ça, c'est une certitude. Il concernait un dirigeant majeur de l'arbitrage, donc Negreira. Ces paiements ont cessé dès son départ du CTA, donc le comité technique d'arbitre, en 2018. Néanmoins, il n'existe aucune preuve de manipulation de match et la justice considère encore l'affaire comme pénalement viable. Aujourd'hui, l'affaire Negreira n'est ni classée, ni jugée. Elle n'aura jamais de conséquences sportives, mais elle reste juridiquement vivante sur le plan pénal. Tout se joue désormais sur deux questions simples. La première, est-ce que ces paiements relevaient-ils d'un simple conseil mal encadré ou d'un système visant à influencer, même indirectement, l'arbitrage? Si la réponse est positive, le Barça serait responsable, tout comme les dirigeants. La seconde question, c'est est-ce qu'il s'agissait d'un système organisé permettant à des dirigeants du Barça de s'enrichir sur le dos du club en gonflant la facture auprès d'un tiers, dans ce cas-là, Negreira, pour ensuite partager l'argent entre eux? Si c'est le cas, le Barça serait en fait victime de ces dirigeants. Tant que ces questions ne sont pas tranchées, l'affaire Negreira reste ouverte, hein. Dans tous les cas, il y a énormément de zones d'ombre. Pourquoi Negreira recevait de l'argent pendant autant d'années, sans qu'aucune direction se pose des questions? Il y a eu quand même la direction Núñez, Gaspard, Laporta, Rossell, Bartomeu, puis une nouvelle fois Laporta. Même si Laporta, lorsqu'il était de retour, l'histoire à Negreira avait déjà été dévoilée. On peut également se demander si c'est légitime qu'un système financier organisé s'enrichisse sur le dos du Barça. C'est quand même assez fou. Si tel est le cas, le Barça serait victime. On peut également se demander si les arbitres étaient sous influence ou pas de Negreira. Il y a plein de questions qui pourraient obtenir une réponse, d'autres non. Et c'est ce qui fait de cette affaire, en fait, une affaire qui se voit affronter de grandes thèses. Même en tant que supporter du Barça, vous le savez, il est légitime qu'on se demande si le club a été victime de ses dirigeants ou si le club a été partie prenante d'un système corruptif, hein. Le fait qu'il y ait autant de zones d'ombre n'aide pas. Cela permet aussi à d'autres clubs de s'engouffrer dans la brèche et poser des questions qui, je le rappelle, restent légitimes en réalité. Quand tu vois le FC Séville, Bilbao, le Real Madrid qui parlent de Negreira, de corruption carrément, ils y vont, hein. Personnellement, je n'irai pas jusqu'à là parce que ça peut en rentrer dans un domaine condamnable, c'est-à-dire accusé sans preuve, c'est très dangereux. Tu peux expliquer qu'il y a des zones d'ombre, que la justice fera évidemment son travail. Pour autant, dans le fond, les questions que ces interpellations de Pérez ou d'autres restent légitimes. D'autres vont plus loin, ils accusent le club directement sans attendre les conclusions des enquêtes, comme je vous l'ai dit. Et malheureusement, nous, en tant que fans, eh bien, on ne peut rien faire. On peut juste attendre. Comme vous le savez, en justice, le doute profite à l'accusé. Pour autant, le mal est déjà fait, hein. L'image du Barça a été écornée et ses dirigeants en sont pleinement responsables. Aujourd'hui, factuellement, il n'a pas été prouvé que les paiements étaient des indices d'un accord concret visant à tenter d'influencer les rencontres, ça c'est sûr. Aucun paiement à des arbitres ni d'instruction à ces derniers n'a été identifié par la justice. Pour autant,
Tu ne peux pas te mettre dans une situation comme celle-ci, que cela soit en contractant avec le vice-président de l'arbitrage en Espagne, ou tout simplement ne pas être au courant et continuer de tels paiements. Parce que ça a été d'ailleurs un justificatif, par exemple, de la Porta. C'est quand même assez bizarre. Si tu n'es pas au courant et que tu payes quelqu'un, c'est quand même de l'incompétence. Et si tu payes Negreira et que tu le sais, dans ce cas-là, c'est vraiment pas éthique, voire condamnable. Dernièrement, Luis Enrique, Laporta ou encore Ernesto Valverde ont témoigné devant la justice. Ils ont été interrogés par les différents avocats, que ce soit de la Liga, du Real et de toutes les parties prenantes qui ont rejoint la plainte de l'instance dirigée par Tebas. Il faut savoir qu'à la base, c'est la Liga qui a déposé plainte. Le Real Madrid a mis un petit peu de temps à rejoindre cette plainte parce que, comme vous le savez, il y avait le contexte Super League, donc il y avait un soutien vers le Barça. D'ailleurs, Pérez avait été critiqué par les socios du Real en Assemblée Générale. Finalement, on a vu un changement depuis l'abandon du Barça de la Super League, même si le Real, depuis 1 an, 2 ans, est beaucoup plus véhément. Ces dernières semaines, ça a pris un autre tournant avec des attaques frontales directes de la part de Pérez. Au final, toute l'affaire Negreira se cristallise autour d'un mot, je vous l'ai dit, la neutralité. Juridiquement, le débat, c'est pas de savoir si les paiements étaient élégants, opportuns ou moralement acceptables, je vous l'ai dit. On n'est pas dans l'éthique. La vraie question d'ailleurs, c'est est-ce qu'il existe la moindre preuve d'un accord visant à fausser un match ou à tenter d'influencer un arbitre pour faire gagner le Barça? À ce stade, la réponse, elle est claire. C'est non. Aucun match truqué, aucune décision arbitrale ciblée, aucun résultat manipulé n'a été établi. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. Il y a des exemples de matchs où le Barça a été mal arbitré. Je pense au match du titre contre l'Atlético en 2013-2014, mais il y a aussi d'autres contre-exemples où c'est le Barça qui a été avantagé. En faisant des petits checks au niveau des stats, de pénalty sifflés contre et pour le Barça durant cette période, quand tu compares le Barça et le Real, ça reste plutôt proche. Après, comme je vous le dis souvent, s'il y a pénalty, il y a pénalty. Et ce type de statistiques, perso, ça me plaît pas. La thèse avancée par Negreira, celle d'un paiement destiné à éviter un biais défavorable et à garantir une neutralité arbitrale, évidemment que ça pose problème au niveau éthique, au niveau institutionnel. Mais sur le plan strictement pénal et de la justice, le droit espagnol, il sanctionne la corruption sportive lorsqu'il y a manipulation du résultat, tentative de manipulation, pas lorsqu'il n'y a ni accord, ni altération prouvée. C'est pour ça que la justice ne juge pas des intentions, mais des faits démontrables. Et pour l'instant, ces faits ne permettent pas d'affirmer que le Barça a acheté des matchs ou des titres. L'affaire Negreira reste donc une affaire juridiquement complexe. Je ne vous dis pas personnellement que ça n'a pas existé, j'en sais rien. Mais pour autant, devant la justice, il n'y a aucune preuve. Évidemment, sur l'aspect pénal, on verra ce qui va se passer, mais imaginez qu'il y a un non-lieu. Est-ce que les clubs qui ont critiqué et qui ont attaqué frontalement le Barça retireront ces attaques? Pas sûr. Est-ce que, dans le fond, le fait de payer un vice-président au comité d'arbitrage est largement pas condamnable, mais critiquable au niveau éthique? Bien sûr, et nous-mêmes en tant que fans du Barça, on l'admet sans problème. Mais il ne faut pas faire de raccourcis. Ça reste une affaire très complexe au niveau juridique. Peut-être que le Barça est instigateur d'un système corruptif, et il faudra le prouver. Peut-être que le Barça est tout simplement victime de dirigeants qui se sont remplis les poches pendant de longues et longues années au détriment du club. Tout cela, il faudra le prouver en justice, et c'est le rôle tout simplement de la justice de faire ce travail. Évidemment, chacun peut se faire sa propre opinion, mais il faut se baser sur les faits et non sur des fantasmes. Alors évidemment, cette vidéo m'a pris quand même pas mal de temps, il fallait véritablement refaire un véritable travail, non pas d'enquête, mais il fallait vraiment sélectionner les bonnes informations. Par exemple, il y a des informations que je n'ai pas citées. À un moment donné, dans l'histoire, par rapport à Arminio que j'ai cité tout à l'heure, Tebas pensait qu'il y avait une histoire avec le Barça qui était corrupteur, là aussi, sauf que véritablement, c'était une fausse preuve balancée par Tebas à la justice espagnole, donc j'ai même pas voulu rentrer dans ce détail parce que j'estime que ce n'est pas l'aspect le plus important de cette affaire. Mais en tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous aurai montré les deux grandes principales théories. C'est-à-dire la théorie soit d'un Barça corrupteur, et dans ce cas-là, il faut le prouver, pour l'instant, aucune preuve, soit tout simplement d'un Barça victime par des dirigeants qui se sont enrichis. Il y a peut-être une troisième théorie,
Un Barça qui, évidemment, était corrupteur, et peut-être qu'on ne le prouvera jamais. Et dans ce cas-là, eh bien, on sera toujours dans une inconnue de la réalité. Parce que quand tu n'as pas de preuves, forcément, tu passes par, on va dire, une perception, une idée fixe de ce qui s'est passé, sans pour autant pouvoir le prouver. Dans ce cas-là, tu es persuadé que quelque chose s'est passé, et forcément, eh bien, comme tu ne peux pas le prouver, on ne te prend pas forcément au sérieux. Eh bien, on verra ce qui va se passer à ce niveau-là lors des prochains mois, prochaines années par rapport à cette histoire. Personnellement, je l'ai toujours dit. Ma théorie, c'est celle d'un Barça qui a été utilisé par ses propres dirigeants pour s'enrichir. Pour autant, je critique largement le fait d'avoir payé un vice-président au comité arbitrage en Espagne. Et je comprends totalement les autres fans et les clubs qui ont critiqué cela. Alors évidemment, personnellement, je ne serais pas allé aussi loin de dire qu'il y a eu corruption, parce que je n'ai pas de preuves. Pour autant, j'aurais largement critiqué cette histoire et critiqué le fait qu'il y ait eu des contrats entre ces principaux acteurs, qui est quand même le vice-président de ce comité de l'arbitrage en Espagne et d'un club qui est quand même un club immense au niveau européen. Voilà pour faire simple sur toutes les informations que j'ai pu vous donner sur cette vidéo sur l'histoire Negreira. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis. J'espère ne pas vous avoir trop perdu avec des aspects peut-être un peu trop techniques par moment. J'ai essayé d'être le plus vulgarisateur, mais il fallait absolument que je vous sorte une vidéo pouvant tout simplement expliquer cette histoire sans prendre parti. J'espère avoir été le plus neutre, même si à la fin je vous ai donné mon propre avis. Eh bien, pour autant, j'ai essayé quand même de prendre un recul suffisant pour évoquer ce sujet. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager. Je vous remercie pour tout votre soutien. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo un peu plus longue. N'hésitez pas à me le dire et à soutenir et à partager cette vidéo tout simplement à des fans du Real, à des fans un peu plus neutres ou à des fans du Barça pour tout simplement s'intéresser plus concrètement à cette histoire. Bref, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous et profitez des vôtres. Et moi, je vous dis ciao à la prochaine.